Bonjour, aujourd'hui on doit commencer un autre cours en ce qui concerne les artefacts en échographie. Avant de commencer ce sujet sur les artefacts en échographie, on doit parler un petit peu sur la sémiologie en échographie. Donc, avant toute chose, il importe de rappeler les conventions internationales relatives à l'image médicale, l'imagerie médicale de manière générale. Quelle que soit la technique, radiographie, échographie, tomodensitométrie, IRM. Les coupes sont présentées comme si le médecin était face au patient, au pied de son lit ou à sa droite. En coupe transversale, la droite du patient apparaît donc à gauche sur l'image et la face ventrale en haut. En coupe longitudinale, la tête se trouve à gauche et la face ventrale en haut. Notez bien, seule l'échocardiographie fait dérogation de cette convention. Donc expliquons tout ça sur cette image-là. Voilà les conventions de représentation de l'image échographique. Ici, on a une coupe transversale du patient au niveau de son abdomen. La partie postérieure s'appelle le dorsal, la partie antérieure le ventral, et droite ici c'est droite, et l'autre côté c'est le gauche. Lorsque on a une coupe longitudinale, on a ici toujours le ventral, le dorsal en arrière, vers le pied caudal, vers la tête rostrale. Ce sont les orientations du coupe échographique. Donc la partie supérieure c'est le ventral, la partie inférieure c'est le dorsal. Voilà ici la sémiologie de l'image échographique. Dans cette sémiologie, on doit parler de ce qu'on appelle l'échogénicité. Ça veut dire c'est la réflectivité des interfaces et bruits de diffusion des tissus représentés par des niveaux de gris. Donc la sémiologie en échographie repose en premier lieu sur la notion d'échogénicité. En mode B, ça veut dire mode brillance, le niveau sur l'échelle de gris est fonction de la réflectivité des interfaces. Sachant qu'il s'agit d'une réflexion dite spéculaire, se faisant donc dans une direction déterminée, comme sur un miroir, et s'il s'agit d'une interface étendue, ce qui est généralement le cas de la surface des organes, et d'un bruit de diffusion sur les parenchymes dont les silices sont de petites dimensions en regard de la longueur d'onde ultrasonore. La notion d'échogénicité, c'est-à-dire le niveau sur l'échelle de gris, est fonction des différences d'impédance acoustique de part et d'autre de l'interface en cause. Il n'est pas possible de la quantifier précisément car elle dépend de nombreux facteurs d'onde, en particulier l'atténuation, laquelle est plus ou moins bien compensée par une amplification croissante, TGC. On parle donc de structure hyper-iso-hypoéchogène ou anéchogène. Donc il faut retenir ces 4 mots-clés: hyper-échogène, iso-échogène, hypoéchogène ou anéchogène. L'échelle de gris comportant isolement 256 niveaux de gris. Une structure iso-échogène se situe autour de la 120e niveau, donc à mi-hauteur de l'échelle. Les structures hyper-échogènes se situent au-dessus et les structures hypoéchogènes en dessous. Néanmoins, les structures sont dites anéchogènes lorsqu'ils ne produisent aucun écho.
Cette description est relative et les termes d'écogénicité font généralement référence au tissu sain voisin. Quel que soit son niveau d'écogénicité, ainsi une lésion hépatique est dite hyperécogène s'il est d'un gris plus clair que le parenchyme normal, indépendamment de sa situation absolue sur l'échelle de gris. De plus, les réglages de l'appareil peuvent modifier sensiblement cet aspect. Le gain et la TGC, mais aussi la gamme dynamique. La courbe de gamma caractérise l'échelle de gris, l'utilisation des modes fondamentaux au mode d'harmonie. Donc, ce qu'il faut retenir de ce texte-là, que la représentation de l'image au niveau de gris, c'est-à-dire une image bidimensionnelle, donc il correspond qu'on parle de 4 structures ou bien 4 niveaux de représentation. Il y a des structures hyperécogènes, isoécogènes, hypoécogènes et anécogènes. Et ces structures-là représentent sur l'image en niveau de gris. Et les niveaux de gris, ils sont représentés par, dans le cas en général, 256 niveaux de gris. Et donc ces 250 niveaux de gris, on doit les subdiviser, on doit les faire correspondre les 4 types de structures, qu'ils soient hyper, iso et hypo, ainsi qu'anécogènes. Et la représentation de ces structures, ou bien en niveau de gris, il est lié, il est en relation étroite avec l'amplification, ça veut dire en TGC et en gain, ainsi que le choix de ce qu'on appelle la gamme dynamique et est-ce qu'on travaille en mode fondamental ou bien en mode harmonique. Voilà, comme vous allez voir sur ce schéma-là, vous aurez ici une image bidimensionnelle, une image échographique. Vous aurez ici des interfaces. Et donc, la couleur de ces interfaces en échelle de gris, soit ils sont soit blanc, soit noir, soit gris. Cette différence de niveau de gris, il représente des structures bien déterminées. Soit on dit que ces structures-là, elles sont hyperécogènes, isoécogènes, hypoécogènes, anécogènes. Ça veut dire hyperécogène, ça veut dire ils produisent des échos de forte amplitude. Ça veut dire que c'est un gris très clair ou bien blanc. Donc ça correspond à l'échelle de gris, dans l'échelle de gris, à la partie supérieure. Et en image, il faut voir cette flèche-là, donc cette partie-là qui est blanche. Cette interligne-là ou bien cette interface qui est très blanche. Donc on dit qu'il est hyperécogène. Isoécogène, ils produisent des échos d'amplitude moyenne, gris clair. Isoécogène, voilà. C'est un gris moyen. Hypoécogène produisent des échos de faible amplitude. Voilà, dans cette partie-là. Hypoécogène. Anécogènes ne produisent aucun écho, donc ils sont noirs, comme les structures liquidiennes. Par exemple ici, un vaisseau, donc cette structure-là qui est noire, donc s'appelle anécogène. Lorsqu'il est très blanc, hyperécogène. Et entre les deux, il y a isoécogène et hypoécogène. Donc l'écogénicité, c'est la réflectivité des interfaces et bruit de diffusion des tissus. Il est représenté par des niveaux de gris. Comme en scanner, on dit quoi? On dit hyperdense, hypodense.
Si les blancs, on dit hyperdense. Si les noirs, on dit hypodense. Mais à l'échographie, on introduit ces 4 éléments. Donc, hyper-échogène, iso-échogène, hypo-échogène, ané-échogène. Et tout ça, il est lié à quoi? Il est lié à la réflectivité des interfaces et le bruit de diffusion des tissus. Toujours sur la sémiologie de l'image échographique, l'écostructure, c'est l'architecture des zones de l'image. Ça veut dire, cette architecture des zones de l'image, soit qu'elle soit homogène ou bien hétérogène. S'il est homogène, ils produisent des échos d'amplitude uniforme. Bruit de diffusion produit par des cellules dites de taille et répartition uniforme. Donc il est homogène. Ici, donc, il n'y a pas une différenciation entre les différents points. Par contre, lorsqu'il est hétérogène, il produit des échos d'amplitude diverses avec plusieurs interfaces et plusieurs niveaux d'échogénicité, comme vous voyez ici. Donc il y a un mélange des différents niveaux de gris, et donc on dit qu'il est hétérogène. Donc la deuxième notion de l'image échographique est l'écostructure. L'architecture interne d'un organe et d'une lésion ou des lésions. Cette écostructure est dite homogène si l'échogénicité est uniforme en son sein. Hétérogène dans le cas contraire. Cette notion d'écostructure se rapporte donc à une région déterminée. Donc, les mots hétérogène et homogène sont liés exactement à une partie de l'image. C'est ce qu'on appelle l'écostructure. Voilà ici un autre type. L'écostructure parenchymateuse, discrètement hétérogène. Voici un exemple de parenchyme hépatique. Discrètement hétérogène, c'est la stéatose hépatique et cavernon portal. Voilà, donc cette zone-là, elle est comment? Elle est hétérogène, n'est pas homogène. Il y a beaucoup d'interfaces, il y a beaucoup de couleurs. Hyper-échogène, hypo-échogène, anéchogène, iso-échogène, tout ça, il est représenté cette partie de l'image. Donc cette écostructure, elle est hétérogène. Voilà une autre partie, d'autres images. C'est une représentation de l'image échographique au niveau du foie. Il y a des lésions au niveau de ce foie qui sont hétérogènes, comme ici et ici. Donc des images du parenchyme hépatique d'écostructure très hétérogènes, des faits de l'existence d'un hépatocarcinome à gauche et de multiples localisations lymphomateuses à droite. Donc voilà ce qu'on appelle l'hépatocarcinome, se trouve ici. Il est hétérogène. Et à droite, vous avez ce qu'on appelle lymphomateuse à droite. Dans cette image-là qui est à droite, donc vous avez ici de lymphome. Et donc ce sont des écostructures comment hétérogènes. Voilà, ici on doit parler de la sémiologie aussi de formation de l'image. Prenons par exemple une structure liquidienne. Elle est représentée par ce disque noir. C'est un liquide simple, exemple, vessie, vésicule, kyste. Donc, cette structure-là, lorsqu'elle est irradiée par les ultrasons, elle vous donne quoi? Elle vous donne une structure anéchogène. Donc, il a une couleur sur l'écran noir, avec ce qu'on appelle un renforcement postérieur. Donc, en arrière, on a une coloration qui est blanche. Donc, les structures liquidiennes simples se représentent sur l'écran en noir avec un renforcement postérieur, ça veut dire une coloration blanche en arrière. Et donc, il s'appelle anéchogène plus renforcement postérieur. Les liquides complexes, exemple le sang, le pus, la nécrose, ils se représentent sur l'écran dans un disque hypoéchogène
mais toujours avec un renforcement postérieur. Ça veut dire, juste en arrière, on a des bandes blanches. Concernant par exemple une autre structure, toujours sous forme d'un disque, d'une tumeur solide, par exemple un tissu solide, exemple une tumeur, on peut le voir sur l'écran, il devient hypoïcogène sans renforcement postérieur. C'est pas comme les liquides. Par contre, si vous avez une calcification, ou bien une lithiase, ça veut dire calcification, lithiase, ou bien un os, sur l'écran, il devient hyperécogène blanc, avec ce qu'on appelle l'ombre acoustique. Cette partie-là qui est noire, on l'appelle l'ombre acoustique. Donc la représentation de l'image d'un organe, soit liquide simple, liquide complexe, les tissus solides ou bien calcification, il est représenté sur l'écran par des écogénéités différentes, soit anécogène, hypoécogène, hypoécogène, hyperécogène, mais avec quoi? Avec l'apparition en arrière de l'image, soit d'un renforcement postérieur, soit encore un renforcement, soit ce qu'on appelle un ombre acoustique. De cela, ça nous permet de faire un diagnostic précis. Donc, les artefacts, maintenant, on doit passer aux artefacts échographiques. Les artefacts échographiques constituent en fait une grande part de la sémiologie. En fait, une formation liquidienne simple, donc anécogène, atténue moins les ultrasons que le parenchyme, de sorte que l'énergie acoustique disponible à l'issue de sa traversée est plus importante que de part et d'autre, ce qui se traduit par ce qu'on appelle le renforcement postérieur. Comme vous voyez ici. Donc, les ultrasons qui passent à travers cette structure liquidienne, donc ils se renforcent juste à l'arrière du passage de cette structure-là. C'est pour cela qu'on les voit. Ils sont hyper, ça veut dire ils sont blancs. Par rapport aux ultrasons qui passent de part et d'autre de la structure. Donc cette partie-là, elle contient beaucoup d'ultrasons que les parties droites et les parties gauches. Donc, soit le renforcement postérieur, soit un ombre acoustique, on les appelle des artefacts. Les structures situées plus profondément apparaissent plus écogènes. C'est le cas si ce qui se produit derrière la vessie urinaire en réplétion, en l'absence d'infection ou d'hématurie, derrière la vésicule biliaire en l'absence de sédiments, et derrière les kystes en l'absence d'hémorragie. Un liquide complexe, comme un hématome récent, du pi homogène ou une nécrose hypoécogène. Donc on parle de ce type-là. Donc vous avez un liquide complexe, exemple le sang, le pi ou bien un hématome et ainsi de suite. Donc ça permet de voir que l'image soit hypoécogène et il y a un renforcement postérieur. Donc le liquide complexe comme un hématome récent, DP homogène ou une nécrose est hypoécogène, mais non totalement anécogène. Il s'accompagne aussi d'un renforcement postérieur. Une lésion tissulaire solide peut apparaître hypoécogène, mais ne produit pas de renforcement postérieur. Exemple ici, un tissu solide, donc il est hypoécogène, mais sans renforcement postérieur. Mais ne produit pas de renforcement postérieur. Enfin, les structures calcifiées, les os et les lithiases, réfléchissent et atténuent fortement les ultrasons de sorte que l'énergie acoustique n'est plus suffisante pour explorer les structures profondes.
On observe alors non plus un renforcement postérieur, mais une ombre acoustique. Ici, c'est la différence, c'est le cas contraire de ce qu'on a vu dans ces deux parties-là, que lorsque vous avez une structure calcifiée, cette structure calcifiée, ça permet quoi? De réfléchir la majorité des ultrasons. Donc, en arrière, presque il n'y a pas d'ultrasons qui passent, ou bien il passe seulement une petite quantité qui ne permet pas d'explorer les structures profondes. C'est pour cela qu'il apparaît en noir, et c'est ce qu'on appelle les ombres acoustiques. Donc, tous ces effets-là s'appellent des artefacts. Voilà ici des exemples d'images pratiques. Les images liquidiennes. À gauche, l'image est anéchogène de la lumière d'une artère carotide saine. Voilà l'artère carotide saine, il est noir, donc il s'appelle anéchogène. À droite, des multiples kystes. Ce sont des cercles là qui sont noirs. Ce sont des multiples kystes rénaux avec renforcement postérieur. Le renforcement postérieur que vous voyez ici, ce sont ces zones-là blanches. Ces parties-là blanches, ce qu'on appelle les ombres acoustiques, les renforcements postérieurs. Par contre, ces parties-là noires, ce sont les kystes qui sont anéchogènes. Voilà ici d'exemples d'images liquidiennes complexes. À gauche, dans cette image-là, c'est un kyste hémorragique. À droite, c'est un hématome d'organisation, on voit d'organisation qu'on voit ici. C'est un hématome. On voit d'organisation. Ici, c'est un kyste hémorragique. Maintenant, on doit détailler les artefacts. Les artefacts échographiques, on doit traiter la discordance d'atténuation, les réflexions parasites, les images rapportées, les distorsions géométriques et l'anisotropie. Les artefacts en échographie sont nombreux et de complexité variable. Ils peuvent faire l'objet de différents classements. L'un d'entre eux distingue les discordances d'atténuation, les réflexions parasites, les images rapportées, les distorsions géométriques et les problèmes d'anisotropie. Commençons par la discordance d'atténuation. L'ombre acoustique, renforcement postérieur. Les discordances d'atténuation sont représentées essentiellement par ce qu'on appelle l'ombre acoustique et le renforcement postérieur. Voilà, maintenant on doit parler de ce qu'on appelle l'ombre acoustique. L'ombre acoustique soit partielle ou bien totale. Au-delà d'une structure atteignant fortement l'onde ultrasonore, le niveau moyen d'échogénicité est plus bas pour un même tissu et à la même profondeur que dans les zones que le faisceau d'ultrasons atteint sans avoir à traverser cette structure. L'énergie acoustique disponible après la traversée de cette structure atteignante est nulle ou insuffisante pour explorer les structures profondes. Comme vous voyez ici. Voilà l'onde ultrasonore, voilà la structure qui permet d'atténuer l'onde ultrasonore, par exemple, une calcification, l'os. Donc, seulement une petite partie qui passe juste en arrière, donc il est insuffisante, ou bien même nulle. C'est pour cela que vous aurez juste en arrière, une diminution des ultrasons. Donc, on ne peut pas explorer les structures les plus profondes. Et cette partie-là noire, c'est elle qui s'appelle l'ombre acoustique. Peut être produite par une structure très fortement atténuante. Donc cette partie-là, c'est une structure très fortement atténuante ou une structure très réfléchissante. Donc comme vous voyez ici, sur ce diagramme-là, qui montre l'énergie acoustique en fonction de la distance. Comme vous voyez ici, dans les zones supérieures, vous avez l'énergie acoustique qui est très élevée. Comme vous voyez ici, l'énergie acoustique est très importante. Cette partie-là en rouge.
Par contre, juste après l'entrée de cet ultrason à l'intérieur de cette calcification, par exemple, vous aurez quoi? Une atténuation de l'énergie acoustique. Donc en rouge. Voilà la courbe en rouge. Une atténuation importante. C'est pour cela que vous avez cette zone noire. Par contre, au-delà de la structure, ça veut dire en dehors, soit ici, cette partie-là qui est jaune, vous aurez une diminution de l'intensité acoustique. Mais toujours, si on fait une comparaison entre un point ici et un point ici, vous aurez quoi? Vous aurez que l'intensité ici, il est plus importante que ici, vu la courbe. Donc l'énergie acoustique dans ce point-là, elle est plus importante que ici. Donc le fait de traverser une structure très réfléchissante ou bien plus atténuante, donc juste on doit avoir en arrière quoi? Une diminution de l'intensité acoustique ou bien de l'énergie acoustique. C'est pour cela qu'on a ce qu'on appelle un nombre acoustique. Toujours la même chose lorsque vous avez une structure ici, c'est une structure très atténuante. Par contre, ici, une structure très réfléchissante. Vous avez les ondes ultrasonores, une partie elle est très réfléchie. Et donc, vous aurez en arrière un nombre acoustique. Donc, au-delà d'une structure atténuant fortement l'onde ultrasonore, par réflexion, le niveau moyen d'échogénicité est plus bas pour un même tissu et à la même profondeur que dans les zones que le faisceau d'ultrasons atteint sans avoir à travers cette structure. Et donc, l'explication de ce schéma-là, donc c'est la même chose, comme on a déjà dit par le graphique suivant. Juste avant que l'énergie arrive à notre secteur réfléchissante, vous avez cette courbe-là. Donc, à la partie où il y a interaction de cette énergie avec l'interface, donc vous aurez une réflexion très importante. C'est pour cela que vous avez l'énergie qui est atténuée. Donc, il n'y a rien qui passe au-delà de la structure réfléchissante. Par contre, de part et d'autre de cette structure-là, qui est matérialisée par les ultrasons qui passent par cette partie-là, donc on voit que leur courbe s'atténue progressivement, mais toujours dans son intensité. Il est supérieur à l'intensité ou bien à l'énergie qui passe à travers notre structure réfléchissante. Voilà un autre exemple d'ombre acoustique. L'ombre acoustique en arrière d'une plaque d'attirant calcifiée est un exemple typique. Vous avez ici un vaisseau, vous avez ici une plaque d'athérome. Cette plaque d'athérome, voilà ici une sonde. Voilà au-delà, de part et d'autre de la partie réfléchissante qui est l'athérome. Ici vous avez une réflexion, l'onde ultrasonique qui vient, qui interagit avec la plaque, puis il se réfléchit. Donc en arrière, il faut avoir ce qu'on appelle un nombre acoustique. Par contre, dans les autres parties, par exemple dans cette partie-là, vous avez seulement une atténuation de l'onde ultrasonore avec réflexion sur les interfaces. La première réflexion sur la paroi 1 et la deuxième réflexion sur la paroi 2. C'est pour cela qu'on a ce trachage sur l'écran. Vous aurez donc la structure d'athérome qui est blanc. Voilà ce petit rectangle. Et vous avez l'ombre acoustique en arrière. Et vous aurez l'image des vaisseaux de la paroi 1 et de la paroi 2. Ici, deux exemples d'ombre acoustique à gauche, en arrière, d'une plaque carotidienne calcifiée. À droite, en arrière, d'un processus transverse des vertèbres cervicales sur le trajet de l'artère vertébrale. Donc, prenons cet exemple-là, plaque carotidienne calcifiée. Voilà le vaisseau en noir. Voilà cette partie-là qui est blanche, ce petit segment-là qui est blanc. C'est la plaque d'athérome calcifiée.
Et donc, vous avez en arrière quoi? Vous avez ce qu'on appelle un nombre acoustique, cette partie-là qui est noire. Voilà ici un autre exemple. Si la lithiase vésiculaire ou bien urinaire. Ici, c'est la vésicule biliaire. Il est noir, c'est anéchogène. Et vous avez une petite calcification à l'intérieur. Et donc, vous avez cette traînée-là qui est noire. C'est ce qu'on appelle l'ombre acoustique. Et cette structure-là, il devient comment? Il devient hyper échogène, donc il est très blanc. Donc ici, c'est la même chose pour les voies urinaires, la vessie. Donc vous avez une calcification à l'intérieur. Donc vous avez ici cette structure-là qui est noire, qui est matérialisée par le flèche rouge. Et donc c'est un nombre acoustique de cette structure-là qui est hyper échogène, qui est blanc. C'est une lithiase. Donc ici, les structures fortement atténuantes peuvent générer de la même façon un nombre acoustique, comme cet exemple correspondant à une lésion tumorale du sein. Donc voilà, si vous avez par exemple une tumeur, mais plus ou moins réfléchissante, ou bien atténuante les ultrasons, ça permet de donner de donner un nombre acoustique. C'est très fortement atténuante. Hein. Ici, le cas de, c'est pas comme la classification qui est très réfléchissante, mais ici, il est un exemple de structure très atténuante et pas réfléchissante. Ça veut dire qu'il absorbe bien les ultrasons, il ne laisse rien passer au-delà. C'est pour cela qu'on doit y avoir un nombre acoustique. Donc, on a fini par l'ombre acoustique. Maintenant, on doit parler de les artefacts par discordance d'atténuation et on doit traiter ce qu'on appelle le renforcement postérieur. Le renforcement postérieur est un phénomène inverse lorsque le faisceau d'ultrasons traverse une structure très peu atténuante. C'est l'inverse de ce qu'on a déjà dit. Très peu atténuante. L'énergie acoustique disponible au-delà de cette structure est supérieure à ce qu'il est de part et d'autre. Les structures plus profondes apparaissent donc plus échogènes. C'est ce que se produit d'une façon générale en arrière des formations liquidiennes contenant un liquide simple, la vessie urinaire, la vésicule biliaire, les kystes hépatiques urinaux. Et voilà. Voilà notre structure, là, est matérialisée par ce disque noir. Il est anéchogène vu que les liquidiennes. Donc, les ultrasons, ils interagissent, ils passent à travers cette structure-là. Ils ne sont pas très atténués, mais il y a un certain renforcement des ultrasons ici par rapport aux ultrasons qui passent en dehors, au-delà de cette structure liquidienne, soit ici, soit ici. Donc l'intensité ici, elle est très importante par rapport à ici. Comme vous voyez de là, dans cette courbe-là, voilà l'énergie acoustique en fonction de la distance. La courbe en jaune, elle est représentée par le faisceau qui passe en dehors de la structure liquidienne. La courbe en rouge, elle est représentée par le faisceau ultrasonore qui passe à travers la structure liquidienne. Si on compare, avant la pénétration, on voit que les deux intensités sont les mêmes, car les courbes elles sont confondées. Juste après l'interaction avec la structure liquidienne, vous aurez quoi? Vous aurez une augmentation de l'énergie acoustique au niveau de la structure liquidienne et au-delà de la structure liquidienne par rapport à l'énergie qui passe en dehors de la structure liquidienne qui est matérialisée par le rouge. Donc si on fait un axe ici vertical, on doit avoir quoi? Que l'énergie acoustique qui passe à travers la structure liquidienne est plus importante que l'énergie qui passe en dehors. C'est pour cela que vous avez ici, il est comment? Il est blanc, ce qu'on appelle le renforcement postérieur. Et donc tout ça, il est expliqué par
ce graphique-là en énergie acoustique et en fonction de la distance. Et le renforcement postérieur, c'est cette partie-là en gris, et donc qui devient blanche en fonction de l'intensité acoustique. Voilà des exemples de renforcement postérieur. Donc l'effet inverse est produit lorsque le faisceau d'iltration traverse une structure peu atténuante. Ici, peu atténuante, exemple liquide. Où on a ici des structures liquidiennes sont peu atténuantes. Donc vous voyez ici des zones blanches en flèche, ici et ici. Donc lorsque le rayonnement vient passer à travers cette structure-là, donc il se renforce vers la partie postérieure. Ici, ce sont des exemples d'un fantôme. Voilà des exemples réels. Prenons par exemple la vésicule biliaire. Voilà, la vésicule biliaire, c'est une structure liquidienne, donc il est anéchogène. Donc à la partie postérieure, il est blanc. Cette partie-là qui est blanc, c'est un artefact qui n'est pas matérialisé sur le corps humain. C'est un artefact. Et donc, lorsqu'il est un artefact, on l'appelle renforcement postérieur. Donc c'est la même chose ici, un kyste hépatique. Tout ce que vous voyez ici blanc, c'est un artefact. C'est le renforcement postérieur. Donc deux exemples qu'on voit ici, de la vésicule biliaire et d'un kyste hépatique. Donc on a fini par les deux parties, ou bien les deux types d'artefacts. Il y a le cône d'ombre, ou bien l'ombre postérieure, et le renforcement postérieur. Maintenant, passons à d'autres artefacts, ou bien ce qu'on appelle les réflexions parasites. Il y a l'image en miroir, il y a les échos de répétition, il y a de remplissage, il y a de scintillement. Donc, c'est deuxième catégorie d'artefacts représentés par les réflexions parasites. Se manifestent par des images en miroir, des échos de répétition, des phénomènes de remplissage ou de scintillement. Il s'agit de situations dans lesquelles le faisceau d'iltration subit des phénomènes de réflexion multiples à des échelles diverses. Voilà les images en miroir. En présence d'une interface étendue très fortement réfléchissante, qu'on voit ici, voilà la surface qui est très fortement réfléchissante. Le faisceau d'iltration peut être renvoyé vers une structure située hors de son axe initial. Et cette structure génère alors des échos qui suivent le trajet inverse et sont alors représentés sur l'image échographique comme situés au-delà de l'interface réfléchissante. Il en résulte une image en miroir située de part et d'autre de l'interface, de façon symétrique. L'écho-fantôme, se trouvant dans l'axe du faisceau d'iltration, si l'interface réfléchissante est perpendiculaire au faisceau. Dans le cas contraire, l'image au miroir peut être déportée latéralement. Voilà une surface très réfléchissante, ici matérialisée par ce trait blanc. Voilà notre structure qu'on a. Il est matérialisé par ce disque blanc. Voilà l'onde ultrasonore qui arrive, il est en blanc, il est en jaune. Donc, il interagit avec la structure et l'interface, avec des réflexions. Et puis, vous avez, en fin de compte, une partie qui est réfléchissante qui vient vers la sonde. Et cette partie réfléchissante qui vient vers la sonde, elle doit nous indiquer que l'image de cette structure-là se trouve au-delà de la partie réfléchissante, ça veut dire ici, comme un miroir. Donc l'image d'un objet par rapport à un miroir se trouve au-delà du miroir. Si vous voyez par exemple, vous êtes
votre image dans un miroir, vous voyez que votre image se trouve au-delà du miroir. Donc c'est la même chose ici. Et donc cette image-là, c'est une structure fantôme qui n'a pas de quelque chose de matériel. C'est un artefact. Et donc c'est la même chose lorsque la structure se trouve latéralement. On a l'onde ultrasonique qui vient ici et se réfléchit sur cette interface blanche. Donc il va vers la structure et se réfléchit. Puis il y a une réflexion vers la sonde. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? La partie qu'on voit, donc cette partie violette, ils disent que notre structure qu'on voit, il se trouve sur cet axe-là qui est violet. Donc on doit faire une prolongation. Donc il se trouve ici. Donc ce qu'on voit, c'est ici. Et ce qui est réfléchi se trouve sur cet axe-là. Donc cet objet-là, il se trouve, son image se trouve ici. Et donc ce qui est faux. Et donc c'est un artefact. Donc c'est la même chose ici. L'image de cet objet-là, ce qu'on voit, cet objet-là, il faut qu'on voit normalement, il faut avoir que sa position se trouve ici. Mais vu la présence de cette interface, l'image de cet objet-là se trouve éloignée au-delà de cette interface. Donc ce qu'on voit, si on dit que cette structure se trouve ici. C'est la même chose. On dit que cette structure se trouve ici. Et ce qu'il faut. Et donc c'est pour cela qu'on dit ce sont des images en miroir. C'est un artefact. Donc c'est la même chose. Si vous êtes debout devant un miroir et vous voyez votre image ou bien votre visage dans le miroir, ce que vous dites que votre image se trouve au-delà du miroir. Mais toi, vous êtes devant le miroir. Donc ce qu'il faut. Si quelqu'un vous voit de l'extérieur, il dit que il est très éloigné. Mais c'est faux. Car il voit ton image dans le miroir. Il ne te voit pas directement. Il voit ton image. Ce qu'il faut. Par exemple, s'il veut faire un tir sur votre image, il doit faire le tir sur l'image qu'il voit sur le miroir. Donc c'est faux. Donc il doit rater son tir. Donc ce sont des images à miroir qui représentent des artefacts. Voilà un exemple réel. C'est un exemple avec une image fantôme de rein en miroir par réflexion sur la coupole diaphragmatique. Ici vous avez la coupole diaphragmatique. Ici vous avez un rein. Le rein, vous avez son image miroir. Et donc cette image-là ne représente pas une image du rein réel, mais c'est un artefact. Donc voilà le rein, voilà son image en miroir par rapport au diaphragme. Voilà un autre exemple, un angiome hépatique se reflétant sur la coupole diaphragmatique et apparaissent alors de part et d'autre. Comme vous voyez ici, voilà le foie, voilà la coupole diaphragmatique qui joue le rôle d'un miroir. Et voilà un angiome hépatique ici. Voilà une autre image qui est reconstruite, mais n'a pas de quelque chose de réel. C'est un artefact, vu que cette image-là, elle est produite par ce principe-là. Donc ce sont des réflexions qui permettent de dire que l'image de cet objet-là se trouve ici, donc c'est un problème. C'est un artefact. Ici, ce sont des images dans le cadre de Doppler qu'on doit y avoir après. Maintenant, passons aux échos de répétition. Lorsque deux interfaces très réfléchissantes parallèles se trouvent sur le trajet des faisceaux des traçants, la surface de la sonde pouvant constituer la première de ces interfaces. Les ultrasons se trouvent piégés en effectuant des allers-retours entre ces deux interfaces. À chaque retour, une partie de l'énergie acoustique revient à la sonde et est interprétée comme provenant d'une interface très lointaine. Une interface qui est plus loin.
On voit ainsi s'inscrire sur l'écran des images d'interface régulièrement espacées avec des iconogénicité décroissantes. Voilà, prenons par exemple, voilà une interface qui est très réfléchissante par rapport se trouve juste après la sonde. On a l'émission d'ondes ultrasonores. Vous avez la première émission. Et vous avez la réflexion sur cette première interface. Vous aurez ici une autre réflexion de la sonde. Vous avez ici une émission réflexion sur l'interface. Vous avez ici une autre émission, réflexion, ainsi de suite. Et donc, émission-réception se trouve piégée entre la sonde et la première interface réfléchissante. Et donc, à chaque réflexion, l'échographe trace une interface. À la deuxième réflexion sur cette interface, il trace la deuxième. Pourquoi cette deuxième interface est très loin de la première, vu que le temps qu'il a mis pour revenir à la sonde, il est un petit peu long. Donc on le traduit en distance, donc il doit avoir une distance importante par rapport à la première. Si vous avez une troisième réflexion ici, donc le temps augmente à partir de l'origine, donc la distance sera augmentée. Et donc la position de cette interface sera ici, et ainsi de suite. Et donc lorsque vous avez un ensemble émission-réception des ultrasons qui sont confinés entre la sonde et la première interface réfléchissante, donc vous aurez sur l'image un ensemble des interfaces fantômes qui n'ont pas de réalité. Et donc ce sont des artefacts. Donc les impulsions piégées entre deux interfaces très réfléchissantes font l'objet de réflexions multiples, progressivement atteignantes, donnant des images fantômes régulièrement espacées. Voilà les images fantômes qu'ils donnent. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Et chaque interface, il représente quoi? Il représente une réflexion. Voilà la deuxième réflexion, la troisième réflexion, ainsi de suite. Et sont espacés sur l'image échographique, mais dont leur intensité elle est atteignante, vu que l'intensité réfléchie elle est atténuée. Donc ce type d'image, il s'appelle les échos de répétition. Ce sont des artefacts, ce sont des images fantômes. Voilà des exemples aussi. Ce type d'artefact peut se produire par exemple sur la paroi de la veine jugulaire interne, en avant de la carotide, et donner des échos de répétition se projeter au sein de la lumière artérielle. Il est alors facile de les identifier car ils se déplacent selon accroît ou diminuer la pression sur la sonde échographique. Vous avez la sonde, vous avez ici la lumière de la jugulaire, vous avez ici des ultrasons qui sont piégés ici par émission, réflexion, émission, réflexion. Donc, ils sont piégés entre ces deux parois, la première et la deuxième. Et donc, vous avez quoi? Vous avez des échos, des lignes parallèles, régulièrement espacées de brillance décroissante, comme vous voyez sur cette image-là. Ça s'appelle les échos de répétition. Voilà, ici, ils sont bien visibles. Voilà, ces traits-là, blanches. Ce sont des échos de répétition. En arrière d'un cathéter, tous ces lignes-là, ce sont des artefacts. Ils n'ont rien de réel. Voilà d'autres échos de répétition. Sur une aiguille de ponction, vous avez ces traits-là blanches. C'est une représentation des échos de répétition. Vu qu'il y a un confinement, des ondes réfléchissent entre deux parois très réfléchissantes. C'est pour cela ça permet de donner ces traits-là qui sont blancs. Voilà, ici c'est l'aiguille en blanc, comme vous le voyez ici. Et donc automatiquement vous aurez ça. Car l'aiguille, il est comment? Il est
il est vide de l'intérieur. Donc il représente deux interfaces, la première et la deuxième. Donc il y a un confinement des ondes ultrasonores par des réflexions à l'intérieur de l'aiguille. Et donc ça permet de donner ce type d'artefact. Ici, on passe à un autre type de réflexion parasite, ce qu'on appelle les queues de comète. Les impulsions font l'objet de réflexions multiples désordonnées dans une structure de petites dimensions, produisant des échos artefactuels à l'intérieur, au remplissage et au-delà queue de comète de cette structure. Donc voilà aussi un remplissage et en delà, vous avez ce qu'on appelle le queue de comète. Au plus petite échelle, un phénomène analogue se produit dans les structures de petites dimensions, au sein desquelles les ultrasons font l'objet de réflexions multiples. On a ici l'onde ultrasonore. Vous aurez ici des réflexions multiples à l'intérieur de cette structure. À chaque réflexion, des réflexions multiples désordonnées. Donc une petite part de l'énergie acoustique revient vers la sonde à chacune de ces étapes. Donc à chaque réflexion, il y a une part qui part vers la sonde. Puis le reste de l'énergie acoustique se réfléchit sur les autres parois. Puis une autre partie revient vers la sonde. Puis le reste de l'énergie se réfléchit et une autre partie revient vers la sonde. Donc chaque partie qui revient vers la sonde, ça permet de tracer une ligne. La deuxième partie qui revient vers la sonde, il trace une ligne. Donc à chaque réflexion, il y a traçage d'une seule ligne. À chaque réflexion, il y a traçage d'une seule ligne, et ainsi de suite. Et en fin de compte, vous aurez ce qu'on appelle la queue de comète. Donc chacune de ces étapes, de sorte que l'image résultante est marquée par un remplissage écogène suivi d'une traînée d'intensité décroissante de queue de comète. Donc vous avez une partie qui est écogène et une partie qui s'appelle les queues de comète. Ici, un exemple d'écho de répétition pour un pneumopéritoine, qu'on voit ici. Dans un cas de pneumopéritoine, on observe des échos de répétition banale. Par contre, les ondes indigestives ou les matières alimentaires sont mêlées au gaz. L'effet est un remplissage suivi d'une queue de comète, qu'on voit ici. Ce sont un remplissage avec des queues de comète sur les ondes intestinales. Ici, c'est le plomb de chasse. Voilà, les plombes de chasse sont des petites billes en plomb qui se projettent à l'intérieur de cet organe. Lorsqu'on fait une image, ici c'est un ASP, lorsqu'on fait une image échographique, on a quoi? Les plombes de chasse au sein de parenchyme donnent des artefacts de queue de comète. Voilà les queues de comète qu'on voit sur ces plombes de chasse. Car ce sont des petites structures, là où il y a beaucoup de réflexions à l'intérieur de ces structures-là. À chaque réflexion, il commence à tracer une petite partie de la queue de comète et ainsi de suite. Au fur et à mesure que le nombre de réflexions augmente, au fur et à mesure que cette queue de comète présente une longueur importante. Maintenant, on doit passer à un autre type des artefacts, c'est les lobes latéraux et le volume partiel. Les images rapportées sont encore une autre catégorie d'artefacts, résultant des imperfections des faisceaux ultrasonores par défaut de focalisation, divergence, créant des images de volume partiel et en raison de la présence de lobes latéraux, projetant sur l'image des échos provenant des structures situées hors du plan de coupe. On a déjà parlé de le faisceau ultrasonore, on a dit qu'elle présente des lobes centrales et des lobes latéraux. Ici, c'est une image en 3 dimensions. On voit ici le lobe central, voilà ici les lobes latéraux du faisceau ultrasonore. Donc les lobes latéraux sont des conséquences des interférences acoustiques se produisant dans la partie initiale. Donc c'est cette partie-là initiale, c'est ici. C'est là où naissent les lobes latéraux. Voilà, ici.
en distribuant de l'énergie acoustique dans une direction divergente par rapport à l'axe des faisceaux. Donc chaque départ dans les lobes latéraux, il y a une dissipation de l'énergie latéralement. Par contre, une petite partie centrale qui représente l'énergie qui nous intéresse à la formation de l'image. Par contre, ces lobes latéraux, ce sont des générateurs d'artefacts. Et on a dit que lorsqu'on travaille en mode harmonique, on essaye de diminuer ces lobes latéraux. Et donc, on diminue les artefacts générés par ces lobes. Voilà ici un exemple de les lobes latéraux provoquant l'inscription sur l'image des échos ici de structure située hors de l'axe des faisceaux ultrasonores. Vous avez une structure circulaire, vous avez la sonde, vous avez la partie centrale de faisceaux ultrasonores, vous avez les lobes latéraux. Et donc, à droite, vous aurez l'image. Le lobe central, il intercepte cette partie circulaire, donc il vous donne quoi? Il vous donne le premier point noir. Le lobe latéral, il vous donne le deuxième point gris. Et donc, qu'est-ce qu'on voit sur l'écran? Sur la partie verticale, on dit que ce faisceau-là, il doit enregistrer sur l'écran deux points. Le point 1 et le point 2. Et donc, ce qu'il faut. Normalement, il faut que l'on enregistre seulement un point ici, c'est le point noir. Mais vu que le lobe latéral rencontre cette partie-là, donc il vous donne un autre point qui est gris. Et donc lorsqu'on lit cette image-là, on dit qu'il y a il intercepte deux points. Donc c'est faux. Donc cette partie-là, c'est un artefact. Donc l'interface rencontrée par les lobes latéraux donne naissance à des échos qui viennent s'inscrire dans l'axe du faisceau principal. Le faisceau principal, c'est celui-là, c'est celui central. Il constitue donc des artefacts, souvent reconnaissables à leur forme, reproduisant avec un décalage de celle de la structure anatomique examinée. L'examen, étape par étape, du balayage échographique permet d'en comprendre l'information. Donc voilà, on a fait la première ligne, donc on essaye de tracer cette courbe-là par ce faisceau ultrasonore. Voilà la première image sur l'écran. Donc on déplace notre sonde. Il doit y avoir la position de notre courbe, cette courbe-là qui est courbée. Donc elle est matérialisée par les points noirs. Par contre, celles qui sont faites par les lobes latéraux, elles sont représentées par ces points-là gris. On passe, on arrive ici. Et en fin de compte, on arrive à cette partie-là. Et en fin de compte, on arrive à la partie finale. Donc, cette structure-là qui est courbe, son image, c'est quoi? C'est cette partie-là qui est noire. Ce cercle-là qui est noir. Mais, on doit voir qu'il existe aussi deux autres cercles gris. Un et le deuxième qui est le 2. Et donc l'image finale de cette structure-là, il est représentée par toutes ces structures-là. Donc la première qui représente notre structure, puis deux autres. Ces deux autres, ce sont des artefacts. Il vient de quoi? Il vient de la formation de l'image de cet objet-là par les lobes latéraux. Donc les lobes latéraux provoquent l'inscription sur l'image des échos ici de structures situées hors de l'axe des faisceaux ultrasonores. Car là, le faisceau ultrasonore, c'est celui-là. Hors de l'axe, c'est ici. Et donc, on ne s'intéresse pas aux images qui sont formées hors de l'axe. Les images qui viennent hors de l'axe, ce sont des artefacts. Donc, le résultat est une image traversée par des artefacts. Ceux-ci sont particulièrement proéminents lorsque des structures anatomiques très réfléchissantes se trouvent dans la zone balayée par les ultrasons. Ce sont par exemple les parois orbitaires qui génèrent des artefacts dans l'examen du globe oculaire. Mais le globe oculaire lui-même produit des artefacts archécaractéristiques.
Voilà maintenant, toujours la même chose, les lobes latéraux. Voilà la partie centrale, voilà les lobes latéraux. Il intercepte d'autres structures, structure 1 et structure 2. La structure qui nous intéresse, c'est ce cercle-là. Donc, l'inscription erronée sur l'image du tir ultrasonore de structures situées à distance mais rencontrées par les lobes latéraux a pour conséquence de dégrader l'image en introduisant des échos artefactuels. Répartis de façon très variable, ils se présentent comme des bruits avec des tonalités de gris intermédiaires à faible. Voilà, prenons l'exemple de ce cercle-là. Donc après l'image, on aura, voilà, l'image qui est bien cerclée. Mais le contraste n'est pas le même, vu la présence de quoi? Des images de deux autres structures qui sont faites par les lobes latéraux. Cette structure-là et cette structure-là. C'est pour cela que vous avez un contraste qui n'est pas homogène. Et donc c'est ça, ça permet de dégrader la qualité de l'image. Donc, aussi, je sais pas. Donc les lobes latéraux provoquent l'inscription sur les images des structures ici, sur l'image des échos ici de structures. Donc l'imagerie harmonique qui se fonde sur la production de fréquences harmoniques qui décroît très rapidement lorsque l'intensité acoustique diminue, a pour effet de réduire considérablement ce bruit, comme on le montre la vidéo déjà, mais on n'a pas ici de vidéo. Car les lobes latéraux d'énergie acoustique moindre que le lobe principal génère beaucoup moins de fréquences harmoniques. Ici, on doit parler de ce qu'on appelle la résolution latérale. Dans les ondes de divergence des faisceaux d'ultrasonores, des structures situées en dehors du plan de coupe peuvent être représentées sur l'image par ce qu'on appelle le volume partiel. Donc l'épaisseur de la coupe échographique est loin d'être négligeable, notamment à grande profondeur d'exploration du fait de la divergence des faisceaux et des traçons. Ainsi peuvent se trouver représentés sur l'image des structures anatomiques situées hors du plan de coupe, avec là encore un effet de dégradation de l'image par des tonalités de gris intermédiaires. Ici, vous avez quoi? Vous avez ce qu'on appelle l'effet de volume partiel, car l'épaisseur de coupe, ou bien du faisceau ultrasonore qui nous intéresse, il contient des structures qui ne sont pas les mêmes. Et lorsqu'il fait la moyenne, donc il peut avoir, il peut donner simulation que la structure sera pondérée vers une autre structure. Prenons par exemple, on a deux structures, structure 1 et structure 2. Si vous avez une structure qui a une écogénéité très importante par rapport à une autre, donc la réflexion sera comment? Il sera très écogène, vu que la moyenne des deux sera très importante. L'écogénéité sera très importante. Et donc on a sur l'image, et sera très écogène, donc sera très blanc. Mais en réalité, on a une partie qui est hypoécogène et une partie qui est hyperécogène. Et donc, sur l'image, on a la moyenne des deux sera hyperécogène. Et donc, ça fait quoi? Ça fait un problème et de ce qu'on appelle l'effet de volume partiel. Et comme vous avez déjà vu ce volume partiel, vous l'avez déjà vu en scanner. Donc,
Et ça, il est en relation avec l'épaisseur de coupe qu'on fait par notre sonde. Donc, l'effet de volume partiel, il est dû à la divergence des faisceaux. Et donc, il peut contenir des strictés qui se trouvent en dehors du plan de coupe. Et donc, ils peuvent être affichés sur la coupe, ça veut dire sur l'image. Donc, les strictés qui se trouvent en dehors du plan de coupe, ils peuvent s'afficher sur l'image. Et donc, ça représente un artefact. Donc, voilà. Donc, ce qu'il faut retenir de cette notion de volume partiel, il faut partir que on a un plan de coupe, on a des strictures qui se trouvent en dehors du plan de coupe. Donc, la représentation des strictures qui se trouvent en dehors du plan de coupe, elles peuvent être représentées sur l'écran vu la divergence des faisceaux. Et donc, tout ça représente un artefact. Les distorsions géométriques, la réfraction, la diffraction et la discordance de CRT. Les distorsions géométriques sont la conséquence des phénomènes pouvant affecter la propagation des ultrasons. Il s'agit en particulier de la réfraction, la diffraction, la discordance de vitesse de propagation des ultrasons dans les tissus. Ici, la réfraction. La réfraction est à l'origine d'une déviation du faisceau d'ultrasons, d'où distorsion géométrique de l'image. La réfraction se produit lorsqu'une interface est franchie de façon oblique par les ultrasons, de sorte que son trajet est dévié en fonction de l'angle d'incidence et de différence d'impédance de part et d'autre de l'interface. Ceci peut avoir une conséquence de représenter une structure plus profonde à un emplacement erroné sur l'image échographique. Ici, le faisceau d'ultrasons est en partie dévié par le bord inférieur du foie, se comporte comme un prisme acoustique, de sorte que le pôle supérieur du rein est visualisé avec un décalage par rapport à sa partie moyenne. Prenons voilà ce qu'on dit. Voilà un rein ici. Vous avez une partie ici du foie. On a ici le faisceau ultrasonore qui vient de la partie supérieure. Donc une partie du faisceau il vient directement vers le rein. Puis vous aurez une autre partie. Il passe à travers le foie. Puis il se réfracte. Donc en fin de compte, il se réfracte sur ce bord, cette partie-là de rein. Et donc, cette partie-là, il est assimilable cette partie-là, son image se trouve ici. Car le rayonnement, voilà, il arrive ici, il fait une réfraction. Donc son image se trouve ici. Et donc il y a un déplacement de ce bord vers ici. Et donc cette partie-là, c'est un artefact. Donc la réfraction est à l'origine d'une déviation du faisceau d'ultrasons, d'où distorsion géométrique de l'image. Vu que on a ici une réfraction par une partie du foie. Voilà par exemple, un autre exemple, voilà la sonde. Voilà ici une interface. Voilà une structure 1, une structure 2. Donc vous avez un rayonnement qui passe à travers cette structure. Lorsqu'il arrive à cette interface, donc il y a une différence d'impédance. Donc on a ce qu'on appelle une réfraction. Donc il y a un changement de direction. Donc à la représentation de l'écran, on voit que cette structure se trouve sur le même axe. Elle est linéaire, elle est verticale. Mais en réalité, elle ne se trouve pas sur le même axe. Elle se trouve d'une position oblique. Le premier objet se trouve ici et le deuxième se trouve ici. Donc ils sont décalés.
Par contre, sur l'image, il se trouve de manière verticale. Et donc, il n'y a pas une représentation fidèle de la position de ces deux objets sur l'écran. Donc, c'est faux. Donc, c'est dit, réfraction acoustique, c'est un artefact de réfraction. Donc, ces artefacts de réfraction peuvent avoir des conséquences gênantes. Par exemple, pour la ponction ou la biopsie des lésions, car la situation de la lésion peut être représentée de façon erronée. C'est la position ou bien la situation qui peut être représentée de façon erronée. C'est la raison pour laquelle il importe, lors des gestes éco-guidés, de conserver en permanence la vision de l'aiguille et de son extrémité pour le localiser par rapport à la lésion. Donc les aiguilles utilisées dans ce bit présentent une surface dépolie de façon à diffuser les ultrasons, ce qui permet de pouvoir les visualiser, y compris lorsqu'ils ne sont pas perpendiculaires au faisceau ultrasonore. Prenons un autre exemple de la réfraction. La réfraction est à l'origine d'une déviation du faisceau d'ultrasons de distorsion géométrique de l'image. Voici un cas très classique d'artefact de réfraction. Les muscles grand droit de l'abdomen se comportent comme des prismes, de sorte que le faisceau d'ultrasons est dédoublé, aboutissant à la formation d'une double image, par exemple des ballons de sonde vésicale. C'est donc une sorte de diplopie échographique. On a la sonde, on a des muscles, le grand droit, et vous avez une structure ici, par exemple la sonde. C'est ce cercle-là ou bien ce disque-là qui est vert. Voilà le rayonnement ultrasonore qui vient ici. Il est dévié par ce premier muscle. Donc il arrive ici. Vous aurez à la réflexion, toujours vers le même trajet. Donc la représentation de son image se trouve ici. Ici, le deuxième muscle, voilà le rayonnement qui vient ici. Voilà, il va directement vers l'objet. Et la réflexion, il vous donne aussi l'image sur le même objet. Donc, il y a quoi? L'image de cet objet-là, il est dédoublé. Il y a une image 1 et l'image 2. Donc, il y a un dédoublement. Et donc, c'est faux. Et donc, voilà des exemples de dédoublement d'image. Voilà ici. Par exemple, c'est la sonde vésicale. Il y a un dédoublement, mais la réalité, vous avez seulement un seul objet. Donc, ce dédoublement-là, il vient de quoi? Par ce principe de formation de l'image, vu que les muscles droits de l'abdomen, du grand droit de l'abdomen, jouent le rôle d'un moyen de réfraction des vaisseaux ultrasonores qui arrive vers notre sonde. Ici, un autre exemple de ce qu'on appelle la diffraction. Les artefacts de distorsion géométrique, ici la diffraction. La diffraction est une variante de ce phénomène. Il a pour effet de disperser de l'énergie acoustique lorsque le faisceau d'ultrasons rencontre de façon tangentielle une interface. Cela se produit en particulier sur les bords latéraux d'un kyste ou d'un vaisseau en coupe transversale. Il en résulte une sorte d'ombre acoustique de part et d'autre de la structure. Prenons par exemple une structure liquidienne, par exemple un kyste, il est ici. On a un faisceau de rayonnement ultrasonore qui vient ici, donc il se prolonge. Le deuxième faisceau il se diffracte vers la position 2. Donc en fin de compte, vous avez un cône d'ombre latéral, cette partie-là. Donc il y a naissance d'un cône d'ombre latéral. Donc l'attaque tangentielle des interfaces, tangentielle ça veut dire, elle rase cette structure circulaire ici, il le rase. Paroi latérale du kyste ou vaisseau en coupe transversale produit une dispersion du faisceau par diffraction, donc une perte d'information. Donc vous avez la diffraction du rayonnement, donc automatiquement vous avez la naissance d'un cône d'ombre des parois latérales.
Et donc voilà un condom de diffraction qu'on voit ici, sont en vert. Ce sont des condoms de diffraction qui ne doivent pas être interprétés comme signalant une hyper-réfléchissante, une structure hyper-réfléchissante ou calcifiée. Leur identification repose sur l'observation d'une incidence tangentielle. Donc le fait d'avoir une incidence tangentielle ici, et vous aurez un cône d'ombre, il ne faut pas l'interpréter qu'il y a une structure ici très réfléchissante, comme on avait déjà vu dans les premiers diapos d'artefacts sur le cône d'ombre. Donc lorsque vous avez une structure tangentielle, donc ça veut dire qu'il n'y a pas ici de structure très réfléchissante ou bien très atteignante. Donc c'est un moyen très important à savoir pour ne pas se trouver dans des problèmes de faux diagnostic. Vous avez ici la même chose. Diffraction acoustique, tangence, généralement observée sur l'image kystique ou sur les vaisseaux en coupe transversale. Donc voilà la structure kystique. Donc voilà notre sonde, voilà le rayonnement ultrasonore. Et vous aurez ici l'abord tangentiel de notre vaisseau. Et donc automatiquement vous avez ce qu'on appelle les cônes d'ombre latéraux. Voilà ici un exemple d'artefact sur le crâne fatal. C'est tangentiel, c'est la diffraction, vous avez les cônes d'ombre latéraux sur le crâne de l'enfant qui est circulaire. Voilà les cônes d'ombre latéraux que vous voyez. Et donc ce cône d'ombre ne représente pas une structure très réfléchissante, mais seulement il vient du phénomène de la diffraction. Voilà ici, il est bien visible ici. Hein. C'est la carotide commune en coupe transversale. Ici, on doit parler de ce qu'on appelle l'anisotropie. Il y a un autre artefact qui s'appelle l'anisotropie. Donc, il importe de garder à l'esprit le fait que l'image échographique est anisotrope, car la résolution spatiale de la coupe n'est pas identique dans les trois directions de l'espace. Il y a la résolution axiale est meilleure que la résolution latérale est meilleure que la résolution en épaisseur. Car on a dit qu'une coupe en échographie, c'est une coupe en trois dimensions. Il y a une direction axiale, une direction latérale et une direction azimutale, ça veut dire dans l'axe du Z. Donc une coupe, normalement, elle est en trois dimensions. Mais la résolution en épaisseur Z, elle est très faible par rapport aux autres résolutions. Donc la meilleure, c'est la résolution axiale. Donc il en résulte que la même structure anatomique, vue sous des incidences différentes, présentera éventuellement un aspect différent. Ceci concerne la réflexion, mais pas la diffusion, qui n'est pas modifiée par l'incidence. Donc l'angle d'incidence et la disposition des interfaces, ça permet de jouer sur la naissance des artefacts en non. Donc le choix d'un bon angle d'incidence, ça permet de jouer sur la présence d'artefacts ou bien de non-présence, vu que la résolution dans les trois axes, axial, latéral et en épaisseur, diffère sur une image. Voilà ici un exemple d'artefact échographique d'anisotropie. C'est un complément GTD du temps calcanien. C'est un artefact d'anisotropie. L'image des structures est différente selon l'incidence. Le fait de changer l'incidence, automatiquement, l'image, ça change, comme vous voyez ici. Donc sur le tendon calcanien, on peut observer le même phénomène avec des échos d'interface très bien visibles dans une incidence beaucoup moins si l'angle est modifié quelques degrés. Le fait de changer l'angle, donc automatiquement, il a naissance d'artefact. Donc c'est ce qu'on appelle l'anisotropie. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce cours concernant les artefacts sur l'image échographique. Et le fait de savoir
ou bien, vous savez, l'explication de la production des artefacts, donc le médecin ne peut pas tomber dans des erreurs. Et si tu ne sais pas comment ça se fait, les artefacts, donc il y a un risque de tomber dans des erreurs. Donc la formation de l'image en échographique, ça nécessite de savoir comment ça se forme l'image d'une manière générale et il faut le compléter par la formation des artefacts. Quand, en fin de compte, vous aurez une image. Et cette image-là qui est le résultat, ça peut être une image correcte ou bien une image artefactée. Et si tu ne sais pas faire la différence entre une image artefactée et une image réelle, donc vous aurez un diagnostic qui est dégradé. Et donc, ce chapitre a pris fin et je vous remercie. Et donc, pour un autre cours.